préparation par rapport au traité, en fait, cette conférence pourrait être aussi appelée traité et maltraité. Voilà. Donc en fait, c'est la leçon que donne l'histoire, c'est que quand on ne connaît pas bien les traités, bien on finit par être maltraité par cela, parce qu'on ne connaît pas bien certains articles dont on dépend. Mais avant les traités, je perds le jeu de mots, il faudrait traiter un autre problème, à savoir comment les traités jouent les uns avec les autres. Alors souvent on a l'impression qu'un traité c'est un objectif final en soi et on met rarement en rapport avec les autres. Il faut vous rendre compte qu'en moyenne dans un traité vous avez au moins une vingtaine de références à des traités antérieurs. Certains traités justement comme Sèvres ou même Lausanne explosent la moyenne, ça va encore plus. Pourquoi? Eh bien parce que quand on a des traités internationaux, on a déjà des accords partiels entre différents États, ils ont pu faire un traité entre eux, et ensuite il faut entériner ce traité dans le cadre du traité général. Donc, on n'a pas de problème seulement de date entre les traités. Alors évidemment, on ne pourra jamais avoir un traité qui aura une antériorité postérieure, on pourrait dire, ça ne veut pas être rétrograde, mais il faut bien que vous sachiez que des fois, on a ce genre de problème. Pourquoi? Par exemple, la Turquie, relativement récemment, c'était une affaire justement de droit, on a parlé de problème de revendication, elle a essayé d'imposer une loi rétrograde. Pour ça, il faut quand même le faire. Qu'est-ce que ça veut dire une loi rétrograde? Ça veut dire qu'en fait, je dis à partir d'une certaine date, les gens d'avant sont illégaux. Hein, ça vous a surpris quand même. On va commencer comme ça. Alors, comme c'est passé ensuite au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme, la Cour européenne des droits de l'homme a dit à la Turquie, bon, vous pouvez faire les dates que vous voulez, les traités que vous voulez, les lois que vous voulez, à partir du moment où vous êtes d'accord entre vous-même, mais vous ne pouvez pas faire une loi qui est rétrograde. Donc je m'explique. C'était l'affaire en fait qui concernait les possessions de Constantinople. Alors pour ceux qui ne s'en rappellent pas, Constantinople, Imbros-Éthène font partie de ce qu'on appelle les exceptions. Et dans le texte, par exemple, du traité de Lausanne, ça s'appelle les établis. Alors les établis, c'est des humains. C'est des gens qui étaient établis avant les traités. Et donc là, ils font partie des exceptions. Dans ce cadre-là, ils ont dit toute personne qui a une propriété après 1912 et avant 1936 doit la restituer. Et on doit lui faire payer le fait qu'elle l'avait. Donc la Cour européenne dit mais comment il peut être illégal alors que vous décidez ça en 1996? Vous voyez? Alors tenez-vous bien, comment on s'en est sorti? Puisqu'ils ont dit qu'il y avait cette nouvelle loi, à partir de 1936, on avait un problème avec les possessions chrétiennes, mais avant 1936, il n'y en avait pas. Alors comment on a pu justifier qu'on avait des possessions avant? Eh bien, c'est grâce à une autre loi qui est passée en 1912, pour pouvoir repérer qui a des possessions parmi les chrétiens, ils ont forcé toutes les personnes à déclarer leurs droits en 1912. Bien. Quand je dis les personnes, ça veut dire aussi les églises, les monastères, tout le monde. D'accord? Eh bien, c'est grâce à cette loi, qui est une loi turque, qu'on a pu rejeter une autre loi turque qui était rétrograde en pouvant prouver qu'on avait des possessions avant. Parce que si personne n'avait demandé, eh bien, on n'avait aucune preuve que c'était des possessions chrétiennes. Alors vous allez dire quand même pour une église, ça doit être clair que le cadre, même pas. Parce qu'il faut savoir qu'avec toutes les difficultés, des fois, la propriété de l'église est bien éloignée de l'église. Et que des fois, elle peut vivre dans un environnement local qui n'appartient pas vraiment à l'église. On a des propriétés de ce type. On a par exemple des cimetières qui sont situés sur des terres qui ont été échangées par rapport au cimetière principal de l'église. Donc ce qui fait que maintenant, par exemple, si vous allez au cimetière, c'est à partir de l'échange que ça appartient
pas avant. L'Église l'avait ailleurs. Alors, donc, pour vous dire que la connaissance des traités, ce n'est pas simplement un problème de revendication, c'est un problème d'ordre stratégique. Les traités sont des pièces maîtresses dans un espace dynamique. Alors, je m'explique, on le sait à l'habitude. La plupart des gens pensent que les frontières sont stables. Ce qui fait qu'ils sont perturbés par les frontières qui sont établies par les traités. Or, si vous réfléchissez dans l'histoire de l'humanité, les frontières changent sans arrêt. En réalité, il est préférable de considérer que c'est les traités qui sont les éléments fixateurs d'une dynamique. Alors, ça bouge sans arrêt, et à un moment, il faut décider comment ça bouge. Eh bien, ce qui décide de comment ça bouge, c'est le traité. Donc, cette situation-là rejoint une tendance naturelle. La tendance naturelle, qui s'oppose à elle, vous allez voir comment, la tendance naturelle, c'est de considérer que ce qui est normal, c'est la paix, et ce qui est exceptionnel, c'est la guerre. Et la tendance naturelle en stratégie, c'est exactement le contraire. Ce qui est normal, c'est la guerre. La paix est problématique. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une pause. On ne sait pas pour quelle raison. Ça peut être un statu quo, ça peut être anti-statu quo, ça peut être par une pression extérieure, ça peut être un cas de guerre, un casus belli. Et là, cette intervention-là va geler la situation. Alors, ce qui est toujours surprenant pour des gens qui ne regardent pas trop la stratégie, qui regardent plutôt les droits de l'homme, c'est que des fois, on a des statu quo qui durent des décennies. Et donc là, on finit par se dire, bah, ça doit être ça la frontière. Et puis arrive un traité qui explique qu'on redémarre les négociations à partir d'avant. Donc par exemple, ça peut être 80 ans qui seront complètement éliminés, comme si ça n'existait pas, et on redémarre. Dans ce cadre-là, donc, il faut bien décider de ce qu'on fait. Alors, la référence au problème des autochtones est bien plus claire après 2007. Avant, elle n'était pas très claire. À peu près tout le monde pensait que ça existait, les gens autochtones. On l'avait comme explication dans un texte, mais on n'avait pas forcément la notion de droit. Ce qui signifie, c'est qu'il faut regarder les choses très en amont. Alors, par exemple, je vais vous montrer certaines cartes pour vous aider. Alors, c'est pas tout de suite, ne vous inquiétez pas, c'est pas sur un traité comme ça qu'on va travailler au départ. Peut-être la mettre complètement en écran. Voilà. Ça ne peut pas être plus. Okay. Bon. Donc là, c'est la situation. Je veux pas ça. C'est la situation, si vous voulez, de l'Europe en 1097. Vous allez dire quel est l'intérêt de nous montrer la situation de l'Europe en 1097 alors qu'on est en 2015. Bon. Alors vous pourriez vous poser la question, c'est à partir de quand on est peuple autochtone? C'est-à-dire qu'il faut combien de décennies pour dire que voilà, moi je suis autochtone? Parce que vous voyez en fait cette région, vous voyez par exemple la région, donc on pourra appeler maintenant Turquie, mais là c'est le sultanat de Roum, vous voyez déjà la Géorgie, vous voyez en haut nomade, principauté russe, etc. Et vous repérez quand même une zone qui s'appelle l'Arménie, hein, mais vous voyez quand même que c'est assez perturbé. Cette zone, c'est pas tellement clair comme ici, tout en haut. Alors, ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est la chose suivante. Si on fait partie, et ça c'est des triples points, hein, si on fait partie d'une zone où on a un point de contact avec 3 continents, donc on a un contact avec l'Europe, on a l'Asie, et en bas, évidemment, l'Afrique. C'est déjà un point, donc ça va être, en gros, on va appeler ça l'Anatolie. Hein. Maintenant, vous prenez un autre triple point de contact, ça va être le Caucase. Un autre, ça sera les Balkans. Un autre, ça sera la région des Kurdes. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Par exemple, si vous prenez une église qui a été transformée, c'est un exemple totalement tiré au hasard, qui a été transformée en mosquée. Maintenant, si ça dure depuis 3 ans, on se dit bah, c'est une église. Si maintenant ça dure 3 siècles, et
Il y en a qui ne savent même plus que c'est une église. Bon. Alors, je vais vous prendre un exemple qui se situe tout en bas. Vous le voyez là-bas, il y a écrit Grenade. Alors, vous savez qu'en fait, on a la grande cathédrale à Grenade. Cette grande cathédrale, Grenade, fait partie des dernières libérations de la péninsule ibérique. Donc, on est en 1492. Les Espagnols ont mis 600 ans pour se libérer du joug musulman. Ça va se terminer donc en 1492. Alors, maintenant, ici, tout le monde est français ici. Français, arménien, grec, au sens très large, hein, français quoi. Si je vous demande des choses sur les Espagnols, vous avez une tendance naturelle à considérer que l'Espagne, c'est un gros bloc. C'est pas ce que vous voyez là. Donc, par exemple, comme l'Espagne a été occupée 600 ans, quand nous on dit maintenant, ben, c'est très clair ce que c'est les Espagnols, c'est un peu faux. Pourquoi? Parce que l'occupation, quand elle dure des centaines d'années, on finit par croire que l'élément de référence, c'est l'occupation. On a oublié la chose antérieure. Donc si vous allez à Grenade, à Cordoue, à Séville, vous allez voir une population qui vient voir ces églises d'une autre catégorie que celles qui sont pour aller à l'église. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, pourquoi je parle aussi de Cordoue? Là, vous avez quelque chose qui est assez intéressant, c'est que vous avez une église qui a été transformée en mosquée, qui est redevenue église. Et là, on est complètement dans les problèmes de restitution, revendication, etc. Eh bien, quand vous y allez, il y a des gens qui vont vous dire, mais ça, c'est une mosquée qui a été transformée en cathédrale. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce qu'ils ont pu subir ces critiques pendant un bon moment. Eh bien, ils ont fait des fouilles. Ils ont sorti les éléments des fouilles, et maintenant, c'est dans l'église des fouilles. Et quand vous regardez l'église, qui a été transformée en mosquée, qui est redevenue église, quand vous regardez, il y a tous les éléments chrétiens d'abord. Et donc, quand vous rentrez dans l'église, ça c'est un problème justement de la nature des droits. Si vous subissez sans arrêt des critiques du genre cette mosquée a été transformée en église, bien au bout d'un moment, il faut quand même répondre et dire que bon, vous oubliez quand même que c'était une église. Voilà. Alors là, il faut bien vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui n'appartient pas à notre tradition, on va dire les chrétiens, c'est qu'on ne prend pas une mosquée pour faire une église. En réalité, quand ça se passe, c'est parce que c'était une église. Voilà. Et donc, on a une autre problématique. Par exemple, il y a mosquée et minaret. Donc ça, c'est très simple la différence. Si le minaret est petit, la mosquée a été faite pour la mosquée. Si le minaret est grand, la mosquée a été faite pour des raisons politiques. Ça va vous paraître très bizarre, je peux vous dire que c'est 18 mètres. Donc dès que vous voyez une mosquée avec un très grand minaret qui vous semble disproportionné avec la mosquée, vous savez que ce n'était pas une demande de croyants, ils ont le droit, hein. C'est en réalité, c'est pour que ça se voit. Si vous allez donc dans la région de Constantinople et ensuite en Thrace, vous allez voir que sur l'autoroute qu'on appelle Eknatia, de façon totalement artificielle, ont été placées une série de mosquées avec des très grands minarets. Et quand vous allez, souvent ils sont fermés. Mais quand vous êtes, on va dire, cadre large, hein, européen, chrétien, et vous traversez ça, vous avez l'impression d'être dans un endroit où tout le monde est musulman. Vous voyez? Bon. Alors, à Didimotique, c'est la jonction quasiment à Constantinople sur la carte, vous avez un grand château avec 3 églises, et l'une d'entre elles maintenant est arménienne. Hein? Et à côté, vous avez une immense mosquée. Non.
Alors c'est assez étonnant parce que quand vous regardez les dates de construction, vous allez vous rendre compte qu'il n'y avait pas une seule personne musulmane dans le coin. Vous vous dites, alors pourquoi ils l'ont fait si grand? Eh bien c'est très simple, c'était en fait un ordre. C'était un ordre de Constantinople, qui avait de Constantinople en disant en gros, eh bien, nous on va occuper, donc maintenant vous le faites grand. Donc maintenant ils ont fait une autre église qui est plus haute que la mosquée. Donc on a ce genre de problématique. Alors là, il faut bien ne pas se mélanger parce que les religions, tout le monde a le droit d'avoir sa religion, c'est un fait, mais il faut bien vous rendre compte que quand les religions sont manipulées pour des raisons géopolitiques, c'est totalement différent. Donc par exemple, quand vous allez en Artsakh et vous voyez qu'en fait on essaie de détruire des églises pour qu'il n'y ait plus aucune trace, eh bien ce n'est pas simplement pour dire je vais mettre quelque chose ailleurs. Et donc là, on le retrouve aussi dans la volonté de transformer. Si vous allez en Crète, vous avez maintenant des églises qui ont été transformées, qui étaient des mosquées, qui sont devenues des églises. Et qu'est-ce que vous remarquez tout de suite? C'est qu'il n'y a plus de minaret. Or, la mosquée, entre guillemets, enfin, l'église qui a été transformée en mosquée et en église ensuite, eh bien, ces éléments architecturaux restent. Ce que vous voyez en Espagne, vous pouvez vous rendre compte que la restitution de l'église a été faite sans détruire les éléments de la mosquée. Donc quand vous rentrez, si vous rentrez dans un certain ordre, vous avez l'impression d'être d'abord dans une mosquée, et si vous regardez le plafond et l'envergure, vous allez vous rendre compte que vous êtes dans une cathédrale. Ça aussi, c'est une façon différente d'approcher le problème. Alors tout ça pour vous dire que quelque chose qui est très simple, vous le voyez dans votre vie quotidienne. Vous êtes dans votre ville et quelqu'un construit un bâtiment nouveau. Eh bien, vous allez vous rendre compte que très rapidement, ce sera votre point de référence. En prenant l'exemple de Lyon, jusqu'à un certain temps, on avait la tour du Crédit Lyonnais, ensuite on a eu la tour Oxygène, maintenant on en a une nouvelle qui est en train de se terminer. Eh bien, la population jeune considérera que celle-là a toujours été bonne. Et ça nous paraîtra totalement évident que ça sera le nouveau point de référence. Alors le problème avec les peuples autochtones, c'est quel est le point de référence? Et vous avez un autre problème aussi, c'est que s'il n'y a pas de statuaire, s'il n'y a pas de monument, s'il n'y a pas quelque chose qui affirme une zone, vous ne pouvez pas simplement dire « je suis là ». Regardez par exemple le peuple assyro-chaldéen. Des fois, il y a des régions, c'est quasiment du désert. Et quelqu'un dit ben, « moi j'étais là avant toi ». Bon. Comment on le prouve ça? Donc, la première chose qu'on se rend compte, c'est que si on peut le prouver par des éléments locaux, encore même un cimetière, ça peut être des tombes. Par exemple, pour les Arméniens, c'est les Khachkars. Donc, vous voyez bien la destruction du cimetière qui était faite en 2006, c'est pas par hasard. Si d'un seul coup vous envoyez l'armée pour éliminer les tombes, ils ne bougent pas quand même. Ça ne veut pas dire qu'il y a une grande résistance par la pierre. Eh bien, c'est bien pour effacer toute trace. C'est assez intéressant, puisqu'on a parlé de la commémoration, la définition du génocide, en réalité, serait aussi, c'est un crime qui ne laisse pas de trace. Puisque dans le processus génocidaire, on essaie justement, dans la phase 7, les phases de Stanton, de dire que finalement, il n'y a rien. Donc en phase 8, eh bien, on se rend plus compte que quelque chose a été effectué. Parce que s'il n'y a pas de crime, ça veut dire que, d'abord, il n'y a pas de victime. Mais le plus important, c'est que s'il n'y a pas de victime, c'est qu'il n'y a pas de criminel. Donc, vous voulez accuser qui? Puisqu'il n'y a pas de crime établi, de présomption, etc. Donc, ce cadre-là, ça veut dire que les éléments, c'est pour ça qu'on en parle aussi ici, je sais que vous êtes sensible, de toute façon, c'est pas par hasard, ça s'appelle la maison de la culture, c'est qu'il nous faut de la culture. Donc ça, c'est assez intéressant pour des gens qui sont relativement jeunes, je parle des plus jeunes, hein. Tout jeunes. Vous ne donnez pas tellement d'importance à la culture, au départ, parce que vous considérez qu'elle change sans arrêt. Parce que quand on est très jeune, en fait, la culture, c'est la mode. Et en fait, quand on est vieux, on sait que
la culture ne se démode pas. Vous voyez? C'est comme les antiquités, ça ne vieillit pas. Le moderne vieillit, mais pas les antiquités. Donc quand vous êtes vieux, vous allez vous rendre compte que ce qui est important dans cet élément, c'est l'aspect diachronique. Or, la mode se définit comme un objet qui n'est pas diachronique. Alors malgré ça, vous allez voir, les habits qu'on a, vos coupes de cheveux, je parle des jeunes, etc., eh bien, le plus probable, c'est que vous regardiez votre tête dans 5 ans, vous trouvez quand même que je vous fais comme ça. C'est bon ça? Alors que les vieux, d'abord, ils ont moins de problèmes de cheveux. Donc, c'est important, il faut le dire. Il faut toujours parler des choses positives. Et en fait, on voit bien qu'ils changent assez peu. Or, le problème, c'est que ce que j'essaie de vous dire avec les peuples autochtones, c'est ça. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour être là dans 500 ans? C'est ça la vraie trace. Hein? Laisser des traces. Oui, mais si tu laisses juste des traces, quelqu'un va les effacer. Ah. Et oui, parce qu'il faut que ce soit ineffaçable, la trace. C'est pour ça qu'on va commencer après à parler de imprescriptible. Parce que si c'est prescriptible, ta trace, c'est facile. Alors, ce qui est très important, je vous le dis à tous, là, surtout aux Arméniens, la pierre la plus dure qui grave la mémoire, c'est le cerveau humain. Et voilà. C'est pour ça que de temps en temps, on les élimine tous, parce qu'on se dit, même si on leur élimine les pierres, ils vont quand même revenir. Vous voyez? Alors le cerveau humain, pourquoi? Parce que le cerveau humain, il fait partie de ceux qui supportent la mémoire collective. Par exemple, les Arméniens, quand ils étaient vraiment hors Arménie, enfin la plupart d'entre vous ici, mais je parle des gens qui sont même pas nés en Arménie, enfin qui n'ont pas un rapport direct, hein, c'est simplement leur famille. Eh bien, après, vous allez vous dire, comment se définir d'être arménien? Ce que ça veut dire être arménien? Donc finalement, ça sera d'abord un continuateur de traces. C'est-à-dire que normalement, si ça vous fait plaisir, vous le prenez pas mal, il faut qu'il y ait de la traçabilité. Alors c'est assez intéressant parce que la traçabilité, on en entend parler juste pour la nourriture. Eh bien, il faudra que vous fassiez un effort. Il faut qu'il y ait de la traçabilité chez les peuples autochtones. Parce qu'en fait, c'est le premier droit. C'est ce qui nous permet de dire qu'on existe. Si on a traçabilité, ça veut dire qu'on a continuité. Dès qu'il n'y a pas de continuité, il faut que vous prouviez que vous êtes en relation avec les autres qui étaient avant. Donc quelqu'un va vous dire, qu'est-ce qui prouve que vous êtes vous-même? Voilà. Alors, cette traçabilité, on peut le voir, c'est important parce que des fois, on n'en parle pas. C'est ce que j'expliquais à un moment à Christopher. C'est assez intéressant, en ce moment, on parle beaucoup de ce qui se passe en Syrie, on parle beaucoup de ces événements, et ce que je disais, c'est que si vous êtes très vieux, et vous avez par exemple une mémoire de 1000 ans, vous allez vous rendre compte qu'en fait on retrouve des phénomènes identiques. Et ce qui semble être très d'actualité, eh bien, est très ancien. Alors, pour vous donner un exemple peut-être un peu plus concret, si vous regardez une date de 1940, une carte de 1945 de l'Europe, et vous regardez une carte de 1914, la carte de 1914 ressemble plus à la carte de 2015 que celle de 1945. Ce qui veut dire que, alors qu'on a une continuité temporelle, on n'a pas la notion de succession classique. On peut avoir des effets de retour. Donc je le dis de façon plus populaire, les femmes jeunes, quand elles s'habillent qu'avec du jeune. Les femmes vieilles savent que le jeune va revenir vieux et que le vieux va devenir jeune. La première fois qu'on vous le dit, quand vous êtes trop jeune, vous dites qu'est-ce que c'est que ces trucs-là? C'est très simple en fait. Quand vous êtes une femme d'un certain âge et que vous achetez des choses de qualité,
vous les gardez, ce n'est plus à la mode, et 10 ans après, c'est la super mode, c'est tout nouveau. Alors, après, vous n'osez plus dire quand vous l'avez acheté. D'accord, et vous dites, magasin machin, la jeune croit que c'est vrai, elle y va, ça n'existe pas. Hein. Ça se fait pas comme ça, mais c'est mieux. Voilà. Et bien là, c'est pareil. Moi, quand j'entends dans les différentes écoles où j'enseigne de guerre, etc., ils me disent, mais enfin, en ce moment, maître, il nous parle de ça. Je dis, oui, d'accord, ça fait 1000 ans qu'on en parle. Donc c'est au même endroit, les mêmes religions, les mêmes personnes, 1000 ans. Donc, je vais peut-être vous surprendre, mais ça aide pour les traiter. Une façon de voir le futur, c'est de voir le passé. Or, on oublie le passé. Alors on se dit, qu'est-ce qui va advenir? Hein? On se dit, mais comment on va s'en sortir? Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Alors, ça me fait rire, pourquoi? Parce qu'en gros, c'est quelqu'un qui connaît une série. Vous voyez? Regardez une série. Et d'un seul coup, il vous passe un ancien épisode. Vous remarquez tout de suite que c'est un ancien épisode. Mais la personne qui est jeune ne sait pas que c'est un ancien épisode. Alors là, il faut lui dire, vous voyez, avant, ses cheveux étaient comme ça, à la fille qui est l'héroïne. Donc vous savez que c'est un ancien épisode. Je vous donne un exemple français. Français en termes... vous prenez une série et on vous donne 5 numéros de la série. Les premiers sont nouveaux, les autres sont anciens. Quelqu'un qui ne connaît pas, il suit les 5 en pensant que c'est la suite. Allez voir. C'est des flashbacks. Maintenant, la question je vous pose de façon plus subversive sur le plan géopolitique. Est-ce que vous voyez des flashbacks? Et pourtant, il y en a plein. Il y en a plein. Sur le plan géopolitique, on a plein de flashbacks. L'histoire ne va pas simplement dans un sens. On a des répétitions d'images qui apparaissent dans le même cadre. Donc, par exemple, les États chrétiens, maintenant, quand on vous dit, par exemple, les chrétiens d'Orient. Bon, moi, ça me fait beaucoup rire, parce qu'on se dit, ça va jusqu'où? Vous voyez, si je vous demandais précisément de me dire les chrétiens d'Orient, ok, alors votre Orient à vous, il commence où? Vous allez vous rendre compte que vous allez avoir un petit problème, mais le seul qui ne changera pas, c'est les lieux saints. Donc notre définition doit définir à partir des lieux saints. Donc, ce qui est important aussi, je parle maintenant pour les chrétiens d'Occident, donc là ici on est en chrétiens d'Occident, c'est que les chrétiens d'Orient sont les vieux et que les chrétiens d'Occident sont les jeunes. Donc comme les jeunes ne se souviennent plus des vieux, ils se disent c'est nous les vieux. Donc le point de référence, essayez de voir dans votre milieu, vous demandez un peu, ils vont vous dire voilà, c'est en France, etc. Pour vous rendre compte, je vous donne l'exemple grec pour que ça fasse de l'autocritique. La Grèce, dans les États religieux, fait partie des jeunes. La Grèce. C'est-à-dire que quand vous regardez par exemple les thèmes de l'Empire byzantin, les thèmes en Grèce sont plus récents que les thèmes d'Orient. Les thèmes d'Orient vont aller jusqu'en Mésopotamie. Il existait même un thème d'Orient de l'Empire byzantin au-delà de l'Euphrate. Donc là, normalement, plusieurs d'entre vous se disent, mais c'est quelle distance ça maintenant? Donc ça a commencé ainsi. Si on regarde, vous voyez là on est en 1140, c'est toujours pareil. Regardez en fait ces perturbations, par exemple on a dans le comté des Dessins, vous voyez l'Arménie, alors normalement les Arméniens devraient se rendre compte que l'Arménie est placée en Cilicie. Donc il y a un certain d'Arméniens, je parle surtout des Arméniens de maintenant, d'Arménie de maintenant, je suis obligé de dire maintenant parce que sinon on n'arrive pas à savoir de qui on parle. Eh bien, là sur cette carte on ne les voit pas, mais là on voit le royaume d'Arménie. Donc qu'est-ce qui est important aussi pour le problème de la traçabilité pour les peuples autochtones, c'est très bien d'avoir des références des autres que vous étiez là avant. Ça, c'est une problématique qui est relativement récente. Avant, dans le cadre culturel ou par exemple religieux,
On considère que ce qui est important, c'est de garder ces reliques. Ce qui est important, c'est de les diffuser. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte que des fois, par exemple, on a les reliques d'un saint, et on voit qu'elles bougent, on fait des expositions. Chaque fois que vous bougez, ça veut dire que vous expliquez à l'autre que vous étiez là avant. Ça, c'est très important. Et la seule façon de le prouver, c'est que l'autre ait une trace qui vous a trouvé quand il est venu. Et oui, Rafi, c'est comme ça que ça marche. Sinon, en fait, on n'utilise pas vraiment. Alors, ça, c'est une technique qu'on va avoir même dans le cadre du génocide. Si vous voulez montrer que vous avez des victimes dans votre village, il est préférable d'avoir des archives secrètes de l'armée qui montrent qu'ici, il y a eu des exactions, que simplement votre grand-père vous a dit qu'il y avait un problème. Parce qu'en gros, ils vont vous dire ensuite, ben, ton grand-père, il t'a dit des mensonges. Alors après, allez prouver ce qu'il a fait. Donc, j'essaie de vous montrer ces jaunes-là. Et vous voyez par exemple dans ce point de contact que l'Empire byzantin, il est au bord, donc vous connaissez bien la région pontique jusqu'à là, et après il rentre en contact. Donc là, vous voyez Trébizonde, Trabzon, hein, tout en haut. Eh bien, vous remarquez quoi? Que vous avez tout le pourtour qui est unifié, et le point de contact avec le royaume d'Arménie, en 1140, est ici. Donc c'est assez intéressant. Je parle pour ceux qui arrivent à trouver les différences entre oriental et occidental pour l'Arménie, c'est que la Cilicie est transcrite à l'époque. Or, vous prenez maintenant un jeune Arménien, jeune, très jeune, d'Arménie, de la capitale, et vous lui parlez de la Cilicie. S'il connaît, il a un problème pour dire que ça pourrait être arménien. D'accord? Alors cette problématique-là est très importante. Pourquoi? Parce que c'est le point de référence. Donc le point de référence, comment il s'articule? Eh bien justement, c'est là qu'interviennent, dans l'époque récente, les traités. Donc, les traités vont être des points clés pour pouvoir dire il y a un avant et un après. Ça veut dire qu'en fait, on a un processus temporel qui se définit à ce moment-là. Il y aura le statut avant le traité et le statut après le traité. Avant, c'était simplement les conquêtes. Donc, c'était des conquêtes, on pourrait dire, de facto. Hein, de fait. Ensuite, on va avoir des conquêtes de jurés. Donc, il va y avoir un accord, une forme d'accord. Et ensuite, on va avoir les traités. Et là, on va avoir un problème avec les traités, c'est la représentation. Il faut toujours bien regarder dans les traités qui fait quoi pour qui. Parce que des fois, on oublie et on croit que c'est État avec État, et des fois, c'est pas vraiment l'État, ça peut être une assemblée qui ne représente pas encore l'État. Après, vous allez avoir un vocabulaire un peu subversif, c'est est-ce que le traité a été signé ou ratifié, ou signé et ratifié par qui? Donc, dans ce cadre-là, c'est très important de se rendre compte que ce point de contact qu'on a, on parle même avant tout de la cause arménienne, le point de contact de trois continents est toujours problématique. Donc si vous voulez vous poser une question bizarre, ce serait de vous dire, aux Arméniens, ce sont assez grecs qui parlent, hein, pourquoi vous avez fait comme nous et vous êtes mis dans la pire des situations? Ouais, on pourrait dire pourquoi il n'y avait pas des Arméniens en Antarctique. Tranquille, pas de génocide, rien du tout. C'est vrai, vous voyez, parce que dans notre approche, on se dit, on était là, quoi. Bon, le problème, c'est pourquoi on se met là? Et ça, rarement les Arméniens se posent cette question. Voilà, on est là, on est là, bien. On est sur le chemin et tous ceux qui sont passés nous ont discuté. Oui, mais le problème, c'est pourquoi tu étais là? Ouais. Pourquoi, comme par hasard, tu es sur le chemin? Eh bien, justement, parce que c'est un point triple. En réalité, c'est un intérêt d'être un point triple. Mais cet intérêt peut devenir un danger si tu ne peux pas tenir. Si vous êtes au carrefour d'un chemin et vous avez une structure solide, vous contrôlez le carrefour.
Si vous n'avez pas de structure solide, ben, n'importe qui passe par le carrefour, vous tape un coup en passant. Alors, au départ, c'est une petite tape, ça va. Puis après, c'est la grande torgnole, et puis jusqu'au génocide. Vous voyez? Alors, ce qui est important de se rendre compte, c'est qu'il n'y a pas de peuple autochtone. Bon, ça va surprendre certains spécialistes. Il n'y a pas de peuple autochtone sur une situation non stratégique. Par exemple, vous prenez les Touaregs. Bon. Les crétins, quand on n'est pas spécialiste du désert, on se dit, bon, c'est le peuple du désert. Rien à voir. C'est le peuple de l'eau. S'il n'y avait pas d'oasis, nulle part, vous seriez les Touaregs, les hommes bleus? D'abord, ils seraient gris et ils seraient morts. Et oui. Donc après, tout le problème du désert, le désert se transforme en mer, et c'est la gestion de la mer. Donc, la gestion de la mer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les oasis, c'est des ports. Donc, qui contrôle les ports, contrôle la mer. Qui contrôle les oasis, contrôle le désert. D'un seul coup, et là vous allez être surpris encore, vous avez une tendance naturelle à considérer qu'il s'agit d'un peuple nomade, parce que vous trouvez qu'ils se déplacent d'une oasis à une autre. C'est une erreur, parce qu'ils vont au même endroit. C'est pareil pour les éléphants. Les éléphants ont une très grande mémoire. Quand ils trouvent des puits d'eau, ils peuvent y revenir, mais après 3 ans, au même endroit. Tout le monde se demandait avant comment ils faisaient ça. Ce qui est formidable, c'est qu'ils arrivent à revenir avec des personnes où il n'y a qu'une personne qui l'a vue. Bon, prenez votre exemple. Nous, on est des humains, on est a priori plus intelligents que les éléphants. Si d'un seul coup là, d'entre vous, Madeleine, nous dit, on va marcher à pied, on va se taper 600 bornes, et là, il y aura un point d'eau. Et nous, on lui demande, mais ça ressemble à quoi? Je ne peux pas vous dire, ça fait longtemps. Tout le monde, on part tous, on est d'accord. Vous imaginez, sans aucune réticence, en se disant, mais il marche encore? Eh bien, c'est ce qui se passe. En fait, maintenant que vous êtes de la nouvelle technologie, vous allez vous rendre compte que les Touaregs